Nous allons voyager ensemble et explorer cette galaxie de la sécurité. Je pense qu'on a tous à peu près entendu les propos liminaires des premiers intervenants. Et on voit bien effectivement que tout ça s'est touffu. Donc aujourd'hui, on va faire une cartographie des métiers. On va visiter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ces métiers et comment répondre à vos enjeux de résilience et de sécurité. Alors, pourquoi faire de la cybersécurité ? Ici, donc, comme je vous le disais en préambule, on va donner un peu de contexte à la cybersécurité. Et pour ça, on va s'appuyer sur une entité que vous connaissez tous, qui est l'ANSSI. C'est important de savoir que l'ANSSI va toujours répondre à votre appel d'une manière ou d'une autre. Avant la crise, pendant la crise et après la crise. Et donc, c'est à ce titre que l'ANSSI gratifie chaque année les bénéficiaires du panorama des atteintes aux collectivités territoriales. Alors, ce que dit l'ANSSI par rapport aux collectivités territoriales et comment ça marche. Les intentions, les motivations. Dans un premier temps, donc, les principales motivations, c'est le gain financier. C'est aussi de l'espionnage et de la déstabilisation. Donc vous allez voir qu'effectivement, on va vraiment aller dans cet ordre-là d'intérêt. Et en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que vos collectivités, vous avez beaucoup d'argent qui passe entre vos mains pour vos bénéficiaires, et donc vous êtes un point d'attraction unique pour les cyberattaques. Les cibles, alors on ne revient pas dessus, mais les collectivités territoriales sont très exposées, les TPE-PME selon l'ANSSI, et enfin les établissements publics de santé, on l'a vu ces derniers temps avec les éléments qui sont arrivés. Alors quels sont les points d'entrée ? Comme on vous l'a dit, hein, c'est des choses qui arrivent. Soit ce sont des attaques par opportunisme, ou ce sont des attaques à très long terme. Et donc, pour rentrer dans vos systèmes d'information, on va passer par le ciblage de votre écosystème au global. Donc il n'y a pas que votre collectivité qui va être impactée ou qui est un moyen d'entrée, une porte d'entrée vers votre système d'information. Ce sont aussi vos tiers, vos partenaires. Donc, votre regard sur la cybersécurité doit être global, et pas seulement égocentré et centré sur vos activités, mais vos tiers aussi doivent être sécurisés. Et pour ça, donc, on a malheureusement un contexte géopolitique qui est favorable, donc plutôt à de l'espionnage et à la déstabilisation, avec le conflit russo-ukrainien. Une émergence d'actions activistes faisant suite à un écho médiatique disproportionné. Et effectivement, on voit bien que les médias font un peu chou gras de tout ça, sans penser forcément que derrière, il y a des collectivités territoriales, un service rendu à la population. Les tendances, malheureusement, de 2021 se confirment, je dirais même presque sans kyste. Parce que le milieu, comme il a été dit tout à l'heure, se professionnalise de plus en plus, le milieu de la cyberattaque. Donc, on a malheureusement un état de menace qui se maintient à un niveau très élevé. On a toujours les mêmes faiblesses qui sont toujours exploitées et des correctifs qui ne sont pas appliqués. Alors ça parle aux gens du métier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ici, d'un point de vue technique, en fait, les points d'entrée sont les mêmes. Donc tous les jours, 24 heures sur 24 heures sur 24, 365 jours par an, il y a des robots qui scannent par Internet vos systèmes d'information, par les points d'entrée qui sortent vers l'extérieur, et qui vont, du coup, cartographier vos faiblesses. Et ça va être donc des points d'entrée qui vont être faits. Alors, la dernière atteinte que j'ai en tête, c'est un hôpital qui s'est fait bêtement avoir, donc plutôt avec de la donnée HDS, hein, donc avec des hauts niveaux de sécurité, qui s'est fait avoir par un routeur, je ne sais pas si ça vous parle, mais je peux développer un petit peu plus tard si vous voulez, par un routeur qui n'a pas été décommissionné parce qu'il n'a pas été mis à jour. Et ça, en plus, ce type de passage en force dans le système d'information, c'est le pondeur parce qu'on passe complètement au travers de tous les scanners possibles et inimaginables. Donc c'est le Saint Graal, en fait, pour eux de faire ce genre de choses, ce type de passage. Et enfin, des campagnes d'hameçonnage crédibles. Il y a énormément de quantités de données qui vont vous permettre d'être ciblés. Donc ça va être du phishing ciblé, vraiment nominatif. Et puis, les logos sont très bien reproduits, et l'idée des campagnes d'hameçonnage, c'est aussi de créer un effet tunnel, et donc, du coup, de vous faire croire à l'urgence. Et à partir de ce moment-là, tout système de protection qu'on peut avoir à l'intérieur de nous
ce qu'on appelle le bon sens, en fait, va disparaître. C'est le but de ces mails-là. C'est peut-être de cette manière-là que vous pourrez encore les détecter, c'est qu'il y a une notion d'urgence. S'il y a une notion d'urgence, c'est très probablement un mail d'hameçonnage. En 2023, des menaces de déstabilisation et d'espionnage à surveiller. On se rend compte qu'il y a de plus en plus le métier qui s'appuie sur des espions d'État, notamment de Chine ou de Russie. Une menace cybercriminelle qui se maintient, moi j'ai envie de dire plutôt qui se professionnalise de plus en plus parce qu'il y a un vrai gain d'argent pour finalement quelque chose qui est très institutionnalisé. De nouvelles opportunités à saisir avec la Coupe du Monde de rugby. Ça, c'est l'actualité. Effectivement, on fait feu de tout bois. Et malheureusement, en 2024, les Jeux de Paris, ça va être vraiment la foire à la saucisse, hein, si vous me permettez cette expression. C'est que ça va tellement courir partout qu'on va forcément être beaucoup plus exposé. Et notre territoire va être du coup aussi visible d'un point de vue mondial. On en vient à explorer ensemble les métiers de la cybersécurité. Et comme je vous l'ai dit en préambule, vous pourrez que constater par cette cartographie de l'EGE, donc de l'école de guerre économique, que les métiers, c'est dans tous les sens, en cybersécurité. Voilà. Il suffit de regarder cette map-là pour voir qu'effectivement, des métiers de la cybersécurité, il y en a plein. L'idée de cet atelier d'aujourd'hui, ça va justement vous aider à cibler les métiers qui vont pouvoir vous aider dans vos collectivités territoriales. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'embaucher tout ça. Et pour ça, nous allons nous arrêter sur 4 familles de profils métiers de la cybersécurité. Et la première famille, c'est tout ce qui concerne la gestion de la sécurité et les pilotages des projets de sécurité. Donc en premier lieu, on a le directeur de cybersécurité. Ce n'est pas obligatoire, mais au moins il va avoir une gestion de vos budgets. Il va vous aider aussi à donner un plan, une expertise très très haute. Il va vous accompagner d'un point de vue haut. Vous avez ensuite, comme deuxième métier notable, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc le RSSI, hein, ce que je suis auprès de vous, bien évidemment. On va en revenir un petit peu plus tard, on va décrire un peu ce métier. Déclinaison aussi pour le responsable de sécurité des systèmes d'information au sein d'une PME, TPE, pardon. Et là, on parle plus précisément de ce que l'ANSSI appelle le CSSI, donc le chargé ou le responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc le chargé de la sécurité des systèmes d'information, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a une appétence à l'informatique et encore plus vers la sécurité. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ce type de ressources-là en interne. Il va être un porteur logique de la sécurité, il va être un alertant, et il va vous permettre aussi de vous tenir informé. Et cette personne-là, une fois que vous l'avez identifiée, vous devez la monter en compétence. Et la faire aider, bien évidemment. Le deuxième pôle de métier qui va vous intéresser, c'est tout ce qui concerne la conception et le maintien d'un système d'information sécurisé. Et là, on a l'auditeur de sécurité organisationnelle et technique, c'est celui qui va venir, peut-être, un jour ou l'autre, faire un diagnostic, poser un diagnostic de vos faiblesses, de vos forces en cybersécurité pour vous améliorer, pour améliorer votre résilience, pour donner une réponse proportionnée par rapport au type d'information que vous souhaitez protéger. Il va vous faire une cartographie. L'administrateur de solutions de sécurité, ça c'est quand on est sur des grandes collectivités. Hein. Effectivement, on a besoin de se faire aider par un administrateur de solutions de sécurité. Un chef de sécurité de projet et éventuellement un architecte sécurité pour les grands plans. On continue donc avec la gestion des incidents et des crises de sécurité. Effectivement, vous l'avez compris, manipuler de l'information n'est pas un long fleuve tranquille. Et de ce fait, il y a des incidents et des crises de sécurité qu'il faut savoir gérer avec des gestionnaires de crises de cybersécurité, des analystes en réponse aux incidents de sécurité, et enfin des analystes de la menace cybersécurité qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir tenir compte de l'expérience pour s'améliorer. Enfin, les conseils et services et recherches, vous avez des consultants en cybersécurité et des formateurs en cybersécurité. Ces deux derniers, je vous recommande de vous appuyer sur eux, sur leur expertise, pour pouvoir dégager une vision globale de votre système d'information et de ses vulnérabilités.
Alors, les besoins et réponses. On va continuer notre voyage dans la cybersécurité pour les réponses à apporter aux enjeux de la sécurité pour la démarche de la mise en œuvre de la sécurité. Donc là, je vais vous donner quelques clés qui sont les pratiques de la maîtrise de la sécurité. C'est du bon sens, mais ça s'appuie aussi sur de la norme ISO 27001, donc une norme internationale sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. Voici donc ce qu'on appelle donc la démarche de mise en œuvre de la sécurité au travers des 7 fondamentaux, des 7 piliers de la cybersécurité, et encore une fois, c'est basé sur l'ISO 27001. Le premier pilier, c'est la maîtrise des risques. D'ailleurs, je dis souvent, quand j'explique mon métier, que le R de RSSI, c'est aussi le risque. Donc le RSSI gère le risque, et vous devez prendre conscience du risque, le regarder pour le maîtriser. Et donc, votre première intention, c'est de connaître votre risque, votre niveau de risque, et pour cela, en même temps, d'identifier les ressources critiques. Quand vous avez identifié vos ressources critiques, vous pouvez prioriser vos actions, prioriser vos budgets. La maîtrise des accès. Alors, moi, je suis un ancien informaticien, et à mon époque, les systèmes d'information, ils étaient fermés, et on ouvrait à fur et à mesure des demandes. Maintenant, c'est l'inverse. Tout est ouvert, quasiment. Et donc, on doit maîtriser ces accès, donc savoir quels sont les besoins. L'information ne doit pas être visible par tout le monde, et pas forcément avec le même niveau de droit ou le même niveau d'accès. Le maintien en conditions de sécurité, on va revenir un petit peu plus loin là-dessus. Le maintien en conditions de détection, la procédure, donc avec des écritures de procédure de gestion des incidents, et surtout, se préparer à ce jour qui va arriver. Donc vous devez être préparé à cet événement-là, avec des exercices de crise et de communication en interne. Le 5e pilier, c'est la maîtrise du corpus documentaire. Un RSSI écrit beaucoup. Et ces écrits visent à être tous ensemble d'accord sur comment on doit fonctionner, comment on doit gérer notre information et notre sécurité, et comment on doit la mettre en place. Tout à l'heure, vous aviez entendu qu'il y a une déperdition d'informations une fois que l'événement avait eu lieu. Et bien, c'est justement cette maîtrise du corpus documentaire qui va répondre à cette résilience continue. Et donc, dans ce corpus documentaire, parmi l'ensemble des données que vous allez trouver, des livrables, vous allez avoir de l'analyse de risque, on l'a dit en préambule, de la cartographie de sécurité, avec des cartographies de criticité, bien évidemment, et des procédures opérationnelles qui vont aider vos équipes à mettre en place la sécurité et à la mettre en œuvre. Le 6e pilier, qui est le maintien des compétences et du niveau de sensibilisation, à part entière, bien évidemment, avec de la sensibilisation des utilisateurs et des équipes techniques. J'ai envie de rajouter, et aussi aux décideurs et aux donneurs d'ordre que vous êtes. La plupart du temps, mon expérience montre que les points d'entrée sont les décideurs parce qu'ils ont beaucoup de droits, et donc si moi je devais porter atteinte à vos informations ou exfiltrer vos données, je passerai nécessairement par vous parce que vous n'avez pas cette culture nécessaire de la sensibilité à la sécurité, parce que votre métier n'est pas celui de la sécurité. Donc on va commencer aussi par une sensibilisation de haut en bas. Et enfin, le dernier point, c'est l'amélioration continue, parce que la sécurité, vous l'avez compris, est itérative. Et donc, c'est l'amélioration continue, ce n'est pas quelque chose qui va de 0 à 100 d'un coup, vous le verrez un peu plus loin avec des exemples. Ça se construit patiemment et avec l'ensemble des équipes, encore une fois. Et l'idée, c'est que tout le monde soit partie prenante. Et donc, l'amélioration continue se passe avec des contrôles et des audits réguliers. C'est là qu'on va faire un point focal sur 2 métiers qui paraissent essentiels pour les collectivités territoriales, et j'ai envie presque de dire par lesquels il faut commencer. Si à un moment ou l'autre, dans vos réflexions par rapport à la sécurité, par quoi dois-je commencer, c'est par ces 2 métiers qu'on va voir ensemble, qu'on va explorer ensemble. Donc le premier des métiers que je vous conseille pour vous aider, c'est le RSSI, donc le responsable de sécurité des systèmes d'information. C'est un acteur majeur auprès de votre organisation. Il va assurer auprès de vous un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte.
aussi. Il va préconiser. Donc le RSSI, j'insiste sur le fait qu'il ne va pas être dans le faire, mais il va faire avec vous. Donc il préconise toute décision d'information sur le système d'information pour en préserver la continuité et l'intégrité. C'est sa raison d'être, auprès de vous. C'est un chef d'orchestre, mais il faut le voir aussi comme un chef de projet de sécurité. Et sa mission première est d'assurer que la politique de sécurité des systèmes d'information, quand elle existe, doit être appliquée. La faire évoluer aussi, ou la créer avec vous. Quelques actions du RSSI auprès des collectivités territoriales concernent notamment définir le risque critique. Là, je pense que vous commencez à l'entendre, effectivement. Le risque critique, c'est le point d'entrée. Et puis, c'est la priorisation. Pour ça, on a plusieurs outils qui sont proportionnels. On a les 19 mesures pour les TPE-PME, on a les 49 mesures de l'ANSSI, les 42 mesures de l'ANSSI, et on a l'ISO CEI 27001, sans parler forcément de certification, mais au moins en termes de bonnes pratiques. On a installé et animé la comitologie de sécurité. Donc pour ça, on a deux organisations qui sont les comités de sécurité et les comités opérationnels de sécurité. Chacun à leur niveau répond à une strate décisionnelle de votre organisation. Définir et maintenir le corpus documentaire de sécurité, on va écrire ensemble, on va appliquer, on va améliorer la politique de sécurité des systèmes d'information, des chartes. Je pense que vous connaissez tous ce que c'est qu'une charte, et donc la première charte qu'on va mettre en place, c'est la charte informatique et communication. C'est le premier point d'entrée pour tout collaborateur de votre organisation qui va commencer à toucher du doigt ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Et enfin, des procédures opérationnelles pour vous aider à améliorer votre résidence. Il va contrôler aussi la mise en œuvre de la sécurité, donc il est dans le check. Il va sensibiliser, conseiller, et son expertise va vous accompagner constamment. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il est dans l'amélioration continue. Alors si vous jetez un œil sur cette diapositive, vous regardez tout en haut la route de ligne, le PDCA, qui est l'amélioration continue. Et donc, le RSSI, quand il va intervenir auprès de vous et avec vous, j'insiste encore, il va être à la fois dans le plan, il va être dans le check, et il va vous accompagner par le acte. C'est à ce niveau-là que votre RSSI doit vous accompagner. Le deuxième acteur majeur sur lequel je souhaitais partager avec vous, c'est le DPO. Vous êtes tous dans des environnements, vous exercez tous dans des environnements de conformité très contraintes. On parle de CNIL, on parle de tout ça, on va voir un petit peu plus loin exactement de quoi il en retourne, mais le DPO, il va vous accompagner à ce niveau-là, parce que lui, son niveau d'intervention va être sur l'information sur la donnée et sa criticité. Donc il va vous aider à déterminer la criticité de vos données. C'est un homme orchestre de la conformité et de la protection des données au sein de l'organisation. Je vais commenter un petit peu plus loin ça et on va aller un peu plus loin sur ce rôle. Mais pour moi, il est primordial. Donc, il est chargé de contrôler le respect du règlement. C'est un conseil à l'organisation sur la protection des données et on vérifie l'exécution de cette protection. C'est l'interlocuteur des personnes concernées par les questions relatives à la protection des données personnelles. Je pense qu'à un moment ou l'autre, quelqu'un de l'extérieur vous a dit « Moi, je veux que cette donnée-là ne soit pas publiée ou j'aimerais que vous ayez à la rectifier. » C'est à ce niveau-là que le DPO va intervenir notamment. Et enfin et surtout, c'est le point d'entrée institutionnel ou de votre organisation vis-à-vis de la CNIL. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec vous, ces actions? Il va mettre en place ou maintenir un registre de traitement et tout un tas d'autres registres, comme par exemple sur les droits individuels, sur la violation des données, dans l'espace de votre conformité. Des procédures avec des droits individuels, des violations de données, des transferts de données hors UE. Il va vous aider à comprendre tout ça. On parlait de SaaS, on parlait de cloud. C'est important que vous connaissiez, que vous ayez conscience des enjeux par rapport à vos données et ce que l'UE vous demande de faire et comment y répondre. Il va faire une revue contractuelle de RGPD, donc c'est là où il va intervenir avec vos tiers. Avec les contrats que vous allez avec vos tiers, il va inclure systématiquement des clauses
RGPD qui sont des clauses vertueuses par rapport à vos tiers et à vos interactions avec eux et vos exigences de sécurité. Le mention, il va maintenir et mettre en place des mentions d'information. C'est quelque chose de juridique, mais ça peut être fait avec un DPO aussi, qui a des aspects juridiques, hein, bien évidemment très ciblés, avec la politique de confidentialité, et éventuellement sur vos sites web aussi, à faire les mentions de conformité des sites web. Il va vous aider à la durée d'archivage et les durées de conservation des données. Bientôt. Et enfin, la sensibilisation par rapport à RGPD. Alors, les acteurs de la cyber qui peuvent m'accompagner, donc je vois qu'on me fait signe, mais je vous montre que c'est encore une fois de plus une nébuleuse, et que vous avez des intervenants à l'échelon national avec Cybergende, comme on l'a entendu tout à l'heure. On a aussi l'ANSSI, je vous l'ai dit, vous êtes bénéficiaire des services de l'ANSSI, donc n'hésitez pas à frapper à leur porte. Vous avez aussi l'ANSSI qui met à disposition un CERT, qui ressemble à l'ensemble des alertes et vulnérabilités de vos systèmes d'information. Il y a donc le COM Cybergende, et puis surtout la CNIL, qui est une instance qui vous aide aussi avant de vous demander de vous mettre en conformité. Au niveau européen, maintenant, donc je rappelle que le Conseil de l'Europe a pour vision le concours à la cybersécurité pour son action dans le monde entier et favorise la lutte contre la cybercriminalité. Pour ça, elle a deux instances. C'est celle qui est l'instance du commissaire au marché intérieur, donc Thierry Breton, qui a fait un certain nombre d'annonces ces derniers temps, et notamment sur un bouclier pour la protection des États membres. Et puis, la deuxième instance qui est importante, c'est l'EMISA. À l'échelon européen, on a quelques textes qui sont importants, dont la directive Nice, qui date de 2016 et qui est renouvelée en 2022, et dont le droit va être retranscrit entre l'Europe et la France d'ici peu. Donc on attend à ce que la directive Nice arrive, avec forcément donc des points d'ancrage et des points d'action sur vos organisations. Et enfin, quelque chose que tout le monde nous envie, même les Américains, et pourtant, c'est le règlement général de la protection des données RGPD. Un peu de rétex, un retour d'expérience, et on va parler de l'expérience d'un RSSI auprès de Sénégal numérique, donc qui s'est appuyé comme stratégie de sécurité sur la maîtrise des 7 piliers et des 7 fondamentaux de la sécurité. Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, on parlait tout à l'heure d'une contractualisation d'une cyberassurance. Ça répond au pilier 4. La gestion des vulnérabilités et des SI critiques au pilier 3. Vous avez aussi le pilier de la sensibilisation, avec la mise en place d'un parcours d'intégration trimestriel, des newsletters aussi, c'est important d'informer en interne, et puis un socle minimum de compétences qui a été déterminé pour du e-learning, pour tout nouvel entrant, et pour aussi les personnes qui sont dans l'organisation depuis longtemps. Et puis, comme un schéma vaut mieux qu'un beau discours, je souhaitais vous faire part de cette expérience avec l'accord du conseil départemental des Yvelines auprès duquel j'officie, pour vous montrer ce que donne un audit de sécurité. La commande, c'était un audit de maturité, pardon. La commande, c'était d'avoir une vision consolidée de sécurisation du système d'information, du conseil départemental. Donc cette mire nous montre l'état des lieux qui a été fait au premier trimestre 2022, puis avec l'ensemble des décisions stratégiques qui ont été mises en place avec l'ensemble des équipes et du staff décisionnel, voici où on en est en termes de progression auprès de 1 an de travail. Donc on voit effectivement que cette mire a 7 ans, donc autrement dit, que le niveau de résilience et de sécurité s'améliore et grandit. Et donc, un point important aussi sur lequel je souhaitais insister, c'est toujours, à mon arrivée il y a 1 an auprès du conseil départemental, la réponse essentielle qu'on a tous tendance à donner est une réponse technique, mais c'est d'abord et aussi une question organisationnelle et fonctionnelle. Et là, à ce niveau-là, tous nos efforts ont fait évoluer ces 2 points. Au premier trimestre 2023, on voit effectivement que le domaine fonctionnel, donc la réponse organisationnelle, s'est améliorée en concomitance avec la réponse technique que l'on a vis-à-vis de la sécurité des systèmes d'information. Le DPO,
l'ensemble de ses actions auprès de Cell-Evelyn Numérique. Donc il a créé effectivement notre registre de traitement. Il a suivi l'ensemble des activités, il a répondu à plusieurs droits individuels. Il a constaté des violations de données et il y a répondu d'un point de vue légal. Et au plus proche des équipes, il a mis en place la charte de durée de conservation des données, des revues contractuelles, avec tous les marchés qu'on a initiés. Effectivement, c'était important que ces clauses soient injectées dedans. Et enfin, il a conduit quelques analyses d'impact sur la protection des données, ce qu'on appelle des AIPD. Ça a été bref, hein, je suis navré, le temps est assez contraint. Sachez que je me tiens à votre disposition, bien évidemment, pour toutes ces journées. Vous pouvez contacter Cell-Evelyn Numérique, moi-même, ou quelques-uns des collègues qui sont ici dans l'assistance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Merci de votre écoute et je vous souhaite encore une très bonne journée. Merci.